Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. On continue sur notre lancée concernant et Steven Spielberg et son 36e film en date, c'est-à-dire The Fabelmans. Après avoir vu et écouté Viviane Lejeune en parler et faire une connexion, établir une connexion avec La Guerre des Mondes, après avoir entendu Romain Dasnois en parler bien évidemment, mais aussi faire une connexion avec Rencontre du troisième type. Aujourd'hui, c'est la sortie du film, c'est la date de sortie, on est le 22. Et là, exceptionnellement, on va parler uniquement du film, mais bien évidemment, il est clair que nous ferons aussi des connexions avec d'autres films, on verra. Et pourquoi ? Parce que ça m'intéressait aussi peut-être là pour le coup d'en discuter avec un critique de cinéma qui a écrit déjà sur le film, qui a beaucoup pensé et qui continue encore d'être habité par ce film. Le critique de cinéma est aussi rédacteur en chef de cette revue de cinéma importante pour moi, mais pour beaucoup de gens, qui s'appelle Criticat. C'est Josué Morel, il est là et je suis très content. Comment vas-tu, Josué ? Très bien, bonjour Samir, merci pour l'invitation. Voilà, bah écoute, merci à toi aussi. Alors, tu as écrit un article sur The Fabelmans, l'article est disponible sur Criticat. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo et puis comme ça, vous en profitez un petit peu pour aussi découvrir ce qu'il y a dans cette revue. Première question, extrêmement simple. Ton rapport à Steven Spielberg, il date de quand ? Est-ce que ça a toujours été évident pour toi ? Est-ce que tu as eu des débuts difficiles ? Est-ce qu'au contraire, c'est un cinéaste important ? Je dis début difficile parce que moi, j'en ai eu beaucoup des débuts Enfin, j'ai eu un gros début difficile avec Spielberg et là, je me réconcilie de plus en plus avec lui, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, j'adore ça. Donc, toi, ton rapport à Spielberg ? Alors, c'est pas du tout une question simple, c'est une question assez complexe. C'est intéressant parce que, en fait, ma première expérience avec Spielberg, c'est une de mes premières expériences de cinéma. J'ai eu un peu alors, on est souci sur des choses assez personnelles et même un peu intimes, hein, sur la cinéphilie. J'ai eu une première phase cinéphile à l'enfance, qui est en fait une phase cinéphile vraiment, mais marquée, je pense, par des films un peu terrifiants. C'est-à-dire que j'avais des parents qui étaient assez, c'est une chance hein, sur ce point, assez permissifs. Ce qui fait qu'avant mes 6 ans, j'ai dû voir des films comme Psychose, Les Dents de la Mer, La Nuit du Chasseur, Nosferatu, Les Yeux sans visage, Les Diaboliques, enfin vraiment des films, tu vois, qui à l'époque m'avaient un peu terrifié. Et en plus, j'ai grandi près de la mer, et vraiment, les Dents de la Mer, c'est l'un des deux, trois films un peu fondateurs de ma cinéphilie de mon enfance. D'ailleurs, j'avais dû le voir déjà une dizaine de fois avant mes 7-8 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est étonnant parce que pour beaucoup de gens, j'ai l'impression que Spielberg, c'est d'abord une espèce d'expérience de l'émerveillement, c'est E.T., c'est Rencontre du troisième type. Et moi, pas du tout, c'est vraiment une expérience de pure terreur, c'est un cauchemar, hein. Vraiment, mais un cauchemar génial qui me fascine, sur lequel je reviens souvent. C'est peut-être d'ailleurs, Les Dents de la Mer est peut-être le film que j'ai le plus vu de ma vie, j'ai le voir une vingtaine de fois. Et c'est intéressant parce qu'ensuite, pour des raisons diverses, personnelles, j'ai eu une période de l'adolescence où je voyais beaucoup moins de films, ou alors je voyais des films un peu comme tous les adolescents au lycée, au collège, hein, je voyais un peu les grandes franchises, des films d'action, de temps en temps des films à la télé, parce que j'étais quand même dans une famille un peu cinéphile. Et j'y suis revenu en autodidacte vers l'adolescence, et assez vite, ouais, c'est aussi passé par Spielberg. Mais alors les films un peu plus... alors qu'on a dit mature, mais bon, ça serait quelque chose à remettre en question, je pense, mais vraiment les films des années 2000 du type intelligence artificielle, la guerre des mondes. Mais tu vois, c'est intéressant que tu dis cette rencontre en deux temps, parce que par exemple, intelligence artificielle, je me souviens, c'est un film que j'ai vu enfant et que j'ai vu seul. Je me souviens, c'était en fin 2001, ça doit être quelques semaines après le 11 septembre, quelque chose comme ça. Et c'est un film qui m'avait beaucoup déstabilisé, à la fois que j'avais trouvé très beau, mais aussi un peu étonnant. Cet épilogue, etc., pour un enfant qui n'avait pas encore 10 ans à l'époque. Enfin voilà, mais du coup, c'est un cinéaste, j'ai l'impression, qui m'a un peu accompagné depuis le début. Et donc, il y a une forme d'évidence tout de suite, mais une forme d'évidence un peu bizarre, puisque Spielberg, ça a été avant tout un espèce de choc, un peu un traumatisme, quoi. Vraiment, De la Mer, c'est une forme de déchirure. C'est un film qui m'a tétanisé, comme d'autres à l'époque, comme les films Hitchcock ou les films que je t'ai cités.
Non, non, mais je suis là pour le coup entièrement d'accord avec toi concernant Les Dents de la Mer, que j'ai vu. Nous ne sommes pas forcément de la même génération, mais par contre, ça ne nous empêche pas d'avoir été extrêmement. Je pense que terrifié n'est même pas un mot fort, en fait. Il faudra trouver Oui. un autre mot. Parce que Moi, ça c'est va un vraiment trauma, au-delà. hein. Oui, oui. C'est ça, exactement. C'est un traumatisme pour plusieurs raisons, mais c'est vraiment un traumatisme. Mais ce qui est très beau, mais ça, je dis ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était impossible de trouver des mots. Mais ce qui est très beau aujourd'hui, c'est que c'est aussi un film, paradoxalement, ça, j'ai mis du temps, mais beaucoup de temps à le comprendre, vu que j'ai un rapport particulièrement difficile avec Spielberg. Mais quand je dis un rapport, c'est concernant surtout tous ses premiers films jusqu'à peut-être La Guerre des Mondes, quelque chose comme ça. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de revoir ensuite, c'est ce que je suis en train de faire, et je vois des choses peut-être que je n'avais pas vues, su voir, et c'est ça qui est passionnant. Mais peut-être parce qu'aussi, il y a eu ensuite d'autres films après La Guerre des Mondes qui ont fait que ça m'a permis quelque chose. Et d'ailleurs, The Fabelmans, on va y revenir, nous permet de lire autrement certaines choses, et, et je trouve ça assez passionnant. Mais pour revenir aux Dents de la Mer, ce qui est incroyable, c'est que c'est beau de se sentir aussi considéré comme intelligent. Parce que je pense que même si c'est un film, je pense que Spielberg savait que ça pouvait être aussi vu par des enfants, comment lui-même étant enfant a vu. Et j'aime bien cette idée que il y a certains aspects du film euh, qui nous mettent dans un traumatisme aigu, mais parce que aussi on a une confiance de la part de Spielberg qui nous considère pour le coup comme des êtres intelligents. Et je pense que ça vient de là aussi, ce traumatisme. Alors, c'est ce qu'on a reproché très souvent à Spielberg, d'être quelqu'un qui aseptise un peu tout, qui Ouais. parfois prend des films dans lesquels il y a des sujets extrêmement intéressants et d'un seul coup, il les aseptise. Et c'est pour ça qu'après, on a parlé de films matures. Mais je ne sais pas, par rapport à ça, là, le rapport au spectateur enfant, cette intelligence, cette confiance, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, que tu as déjà vu ou, chez lui ou pas du tout? En fait, moi, je suis vraiment contre cette idée de Spielberg, cinéaste qui aseptise, hein. Je trouve ça un peu inepte, hein, même pour dire les choses. Alors, je comprends tout à fait que pendant un moment, et notamment à l'époque d'Annie, etc., il était difficile, en fait, peut-être de voir vraiment Spielberg pour ce que c'était. Et que c'est un cinéaste qui, en plus, je pense, par l'articulation de certains films. Enfin, on a beaucoup parlé, par exemple, je sais pas, le fait qu'ils tournent en même temps ou presque, La liste de Schindler, Jurassic Park, pouvait prêter le flanc à ce type d'attaque. Mais moi, je suis même évidemment dans les premiers films, dans Rencontre du troisième type, dans Rencontre du troisième type, il y a des scènes de pur cauchemar, hein. La scène de l'enfant qui est ravi par les soucoupes volantes. Et d'ailleurs, n'est pas sans lien avec certaines scènes des Dents de la Mer, hein, c'est-à-dire le point de vue de l'assaillant qu'épouse la caméra, cette espèce de plongée dans la cheminée. Enfin, il y a vraiment des plans de pure terreur. Et je trouve qu'il y a toujours eu des espèces d'abîmes creusés dans les films de Spielberg, hein. Il y a toujours eu des moments comme ça de profond trouble, de profond étonnement, y compris dans des films qui pourraient paraître de prime abord un peu fleur bleue, un peu ripolliné. Je pense à Always, par exemple, hein, qui est un film vraiment très troublant aussi. Et je crois qu'en fait, ça a toujours été là. Ça a toujours été là, cette espèce de manière de concilier une forme d'émerveillement, d'innocence du regard, ça c'est vrai, hein, sur le rapport à l'enfance, et quelque chose de profondément noir, de profondément violent. Et je trouve qu'en fait, le malentendu, c'est intéressant, et puis ça, je trouve que le malentendu est en train de se rejouer sur Fablesman, ce qui passe un peu pour un film fédérateur, unificateur. Voire même, j'ai vu quand même quelques critiques, enfin, l'accueil est très positif, hein, on s'en réjouit d'ailleurs, mais quand même quelques réserves sur la manière dont Spielberg se met lui-même en scène, dont quelque part il pourrait romantiser son enfance. Et je trouve en fait que c'est un film très violent, hein. Je me demande même si c'est pas le film de Spielberg le plus violent depuis La Guerre des Mondes, justement. Et je trouve pas du tout que ce soit un film uniquement joyeux, léger, fédérateur. Non, je trouve qu'il y a des moments de pure noirceur et de trouble qui se creusent notamment par le montage. Et je pense que Spielberg, ça a toujours été ça. Ça a toujours cette espèce d'alliance entre deux pôles et que ça peut se voir, alors parfois de manière un peu évidente, hein, ça a été quand même relevé, je sais pas, par exemple sur le deuxième Indiana Jones, hein, ce cœur qui était arraché de la poitrine. Mais au-delà de ça, hein, je trouve qu'il y a toujours des moments de trouble, d'ambiguïté, d'ambivalence dans ces films, et que c'est pas du tout un cinéaste aseptisé, loin de là. Et comment tu peux expliquer que, même si effectivement, quand on s'intéresse beaucoup à la filmographie de Spielberg, on y retrouve des choses qui ont un lien avec The Fabelmans, mais comment tu peux expliquer, par exemple, qu'il a attendu tout ce temps
après peut-être que tu m'en expliqueras certainement la genèse, mais tout ce temps pour le faire, ce film, mais aussi qu'il a attendu tout ce temps pour nous livrer parfois quelques idées de cinéma qu'il a découvertes ou qu'on lui a transmises. Je pense à la fameuse séquence finale qui là pour le coup est extraordinaire, ça c'est vrai, et c'est un Fordien qui te le dit, donc je peux te dire que c'était assez beau et assez émouvant, mais je pense, alors je peux peut-être me tromper, mais je n'ai pas l'impression, enfin je pense que c'est la première fois que Spielberg nous livre comme ça 2-3 éléments qui font qu'il les a appliqués dans sa mise en scène quand il a commencé à faire du cinéma. Par exemple, ce que dit Ford à la fin, ou alors aussi cette manière d'embellir le réel avec ce camarade de classe qui est violent avec lui dans un premier temps, mais qui ensuite comprend. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont assez belles. Cet oncle bourru. Voilà, il y a des choses comme ça. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je me souviens pas de certains films, mais j'ai l'impression que ce film-là est aussi intéressant parce que il y a l'idée du miroir. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis d'ailleurs dans ta critique, tu parles de ça. Mais voilà, il y a des moments comme ça où il nous livre, mais sans aseptiser, avec beaucoup de nuances, quelques éléments qui l'ont aidé à être ce qu'il est devenu aujourd'hui. En fait, c'est troublant parce que le film emprunte vraiment des bouts de scène, des plans. Alors moi, j'aime pas forcément l'expression film somme ou film synthèse ou que sais-je, mais alors par exemple, c'est flagrant et parfois de manière assez discrète. Par exemple, la scène de la tornade. La scène de la tornade, c'est vraiment l'arrivée des extraterrestres dans la guerre des mondes. Et je sais pas si tu te souviens aussi, mais cette scène s'achève sur une espèce là aussi de plan d'apocalypse avec des caddies qui cisaillent le plan en deux, qui franchissent la route. Ça, c'est le plan aussi du train en flammes dans la guerre des mondes. Il y a comme ça des espèces de jeux d'écho qui se reproduisent. Et puis alors pour tout ce qui est la question intime, savoir pourquoi Spielberg a attendu. Bon, alors là, évidemment, c'est un peu compliqué parce que le film, quelque part, appelle à ce type de lecture un peu psychologisante sur l'enfance de Berg, le rapport avec son père, sa mère, etc. Puis le secret aussi, qu'il a. C'est ça qui est assez beau aussi, c'est-à-dire que c'est pas une stricte adaptation de son histoire, puisque le grand secret de Spielberg, justement, c'est que pendant des années, il a cru que c'était son père qui était responsable du divorce, et que là, justement, on verrait une version qui serait assez belle, puisque ce serait à la fois la version que Spielberg aurait vécue enfant, mais aussi la distance qu'il a aujourd'hui en tant que vieil homme de 75 ans, et c'est ça que je trouve très beau, en fin de compte, d'une certaine manière, qui fait un peu la grâce du film, pour dire les choses ainsi, c'est qu'il réussit à tenir les deux regards. C'est-à-dire qu'il réussit à la fois tenir ce regard un peu épouvanté et émerveillé à la fois de jeune enfant, et en même temps cette espèce de sagesse avec la distance critique et le recul du temps qui lui permet d'aborder ça de manière beaucoup moins abrasive. Mais j'ai l'impression que cette histoire, en fait, il l'a déjà racontée de manière... mais alors parfois, c'était de manière très trouble. Par exemple, je pense à la fin... Il y a plein de moments comme ça très troublants sur la question du père, sur la question de la mère dans le cinéma Spielberg. Je pense par exemple la fin d'Empire du Soleil, qui est un film vraiment très beau et qui se finit sur une scène de mélodrame incroyable où il y a juste une femme qui retrouve son fils qu'elle a perdu de vue pendant 4-5 ans à cause de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, le fils qui est joué par Christian Bale-Enfant, et plein de saleté. Enfin bref, il est complètement épuisé, fatigué par les 2 heures de récit qu'il vient de vivre. Et il pose les regards sur sa mère et il réapprend à la voir. Et c'est une scène vraiment de mélodrame incroyable puisqu'on voit vraiment, seconde après seconde, le regard d'un enfant qui réapprend à redécouvrir sa mère. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est la position du père à côté. C'est-à-dire que le père est à côté, le père est complètement absent de la scène. Et d'ailleurs, l'acteur a des espèces de tics, de gestes, on ne sait pas vraiment ce qu'il doit jouer. Il y a quelque chose vraiment d'un peu troublant. Il y a presque un personnage en trop dans la scène, quoi. Et ça, il y a toujours eu ça dans Steven Spielberg. Et puis sur cette question en plus vraiment de la mère qui tombe amoureuse d'un autre homme, etc. Bon, en fait, il y a un film qui en parle de manière assez nette, c'est Catch Me If You Can. La scène de la cuisine, qui est une scène en plus qui est vraiment très troublante aussi, et qui a même une certaine cruauté, et ça, je pense qu'il faut en parler. Il y a de la cruauté dans le cinéma de Spielberg, c'est-à-dire quand même qu'elle achète le silence de son enfant, et par 2 fois, elle essaye d'acheter quelque part aussi les fautes de son enfant ou le silence de son enfant. Donc c'est une histoire quelque part qu'il aurait déjà racontée, mais de manière comme ça par touche, de manière discrète. Et alors là, évidemment, il le fait par le prisme de quelque chose qui serait quasiment de l'ordre de l'autobiographie, même si elle est romancée par endroits. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça soit fondamentalement... je trouve le film extraordinaire là-dessus, et même un peu vertigineux sur ce plan-là, et cette manière vraiment de s'approcher au plus près de ce que serait un peu
le ground zero quelque part du cinéma Spielberg, hein, c'est-à-dire vraiment l'ébranlement premier, mais je ne suis pas sûr que ce soit un sujet complètement neuf dans sa filmographie, au contraire. Je pense qu'il l'aborde de manière légèrement différente et peut-être de manière plus approfondie sur certains points, mais c'est quelque chose qui a toujours été là, en fait. Hein. Le père qui s'en va dans Rencontre du troisième type, dans Les Dents de la Mer aussi, hein, il y a des choses assez troublantes hein, sur le rapport entre père-fils, le père qui s'en va pour son travail et qui s'en va quand même affronter le monstre, qui quitte l'ordre de la cité, qui est de la pitié. En fait, c'est des choses qui sont là depuis les premiers films et qui là trouvent une espèce d'incarnation un peu incroyable aussi parce que c'est la maturation d'un regard, c'est la possibilité aussi de... Alors, il y a quelque chose aussi, je pense, de très personnel, c'est que ses parents sont morts. Hein. Je crois qu'il y a peut-être aussi une forme d'élégance du fils qui s'autorise à raconter cette histoire parce qu'elle n'embarrassera plus forcément les deux acteurs principaux. Il y a peut-être quelque chose de ces ordres-là. Ensuite, bon, là, on entre vraiment dans des terrains qui sont de l'ordre de la psychologie et je pense qu'on peut rester sur le film et sa matière pour tirer les fils, d'une certaine manière. On n'a pas forcément besoin de connaître les détails de l'enfance de Spielberg pour apprécier la complexité de ce film-là. Tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison. Ça peut s'appliquer d'ailleurs à tout le cinéma. Mais tu as entièrement raison, vu que moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui connaît parfaitement la biographie de Spielberg. Je ne la connais pas du tout. Et ça ne m'a pas empêché d'apprécier ce film sur certaines choses. Ouais, non, pas du tout. Et je pense que c'est même pas. Enfin, je veux dire, il faut à un moment se contenter de ce que le film donne. Et il donne beaucoup. Et il y a aussi, tu l'as dit, tu en parles dans ta critique, que j'invite ceux qui nous regardent à la lire. C'est dans le descriptif de la vidéo. Il y a ce rapport à la notion de voir. Alors, on dit ça comme ça parfois, c'est devenu une banalité, peut-être, mais on pourra pas renier que dans The Fabelmans, il y a toujours cette possibilité ou cette impossibilité de voir, mais pas de voir, comment dire, il y a toujours des filtres entre les personnages et la vérité qui est face à eux. Et c'est ça qui est très, très beau. Et comme si il y avait cette phrase que Godard utilisait souvent, une phrase de Rilke, la beauté est entre deux choses. Et il y a un peu de cela aussi dans The Fabelmans, je pense notamment, et ça par contre tu le dis dans ta critique, une séquence incroyable de la danse de la mère de Spielberg. Peut-être que tu peux nous en parler de ça parce que il y a plusieurs personnes qui la regardent, il y a plusieurs points de vue. Et ce qui est très beau, c'est que, et ça Spielberg nous le dit dès le début avec son alter ego, ce gosse, ce petit gamin qui regarde le train arriver vers lui, il y a aussi un point de vue, mais il y a quelque chose entre ce train et lui, il y a un truc qu'on ne voit pas et qui est très très belle. Et c'est ce qu'on revoit et c'est ce qu'on trouve aussi dans cette séquence-là. Et c'est ce que fait aussi le camarade de classe qui se voit sur cet écran et qui ne se reconnaît pas. Il y a quelque chose par rapport à ça, la notion de voir démystifier le réel, comment ce rapport au réel, tout ça. Il y a un truc que je trouve très très intéressant pour le coup dans ce film-là en l'occurrence, que j'avais déjà vu dans West Side Story, autrement. Et c'est pour ça que c'est un grand film, West Side Story, mais vraiment un très très grand film. Hein. Ça, oui, un très grand film, je suis d'accord. Voilà, il y a une cécité de la part de... Pour le coup, j'aime pas taper sur le public, je déteste ça, puis ça veut rien dire le public, mais je n'ai pas compris, vraiment, je comprends pas. Bon, ça c'est un autre sujet, on en parlera un autre jour peut-être. Mais voilà, donc The Fabelmans, par rapport à ce que je... Oui, par rapport à ça. Donc sur la question du regard, alors oui, bon, alors sur la danse, j'ai écrit aussi un texte sur la danse chez Spielberg dans le dernier numéro des Cahiers du cinéma, qui a d'ailleurs un très beau dossier sur le film. C'est particulièrement intéressant cette scène parce qu'en fait il joue plein de choses. Déjà c'est assez étrange d'ailleurs la manière dont il filme cette mère. À la fois, c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer, à la fois comme un fantôme, mais aussi potentiellement comme un être charnel, plein de désirs. C'est-à-dire c'est un moment un peu discrètement érotique. Ça, c'est assez troublant aussi, cette manière-là, puisque la nuisette de Mitzi, donc le personnage de sa mère qui est joué par Michelle Williams, est légèrement transparente. Donc il y a quelque chose... Et d'ailleurs, il y a un des personnages qui le remarque, qui est le personnage de sa sœur. Et oui, c'est une scène assez passionnante parce que... alors là, c'est assez intéressant parce que c'est un point que je n'évoque pas dans mon article, mais qui me semble assez important. C'est cette idée que... quand bien même Spielberg serait un cinéaste juif, il y a quelque chose qui relève peut-être de la Trinité dans son cinéma. C'est cette manière d'organiser toujours un peu l'espace, la composition des plans autour de trois pôles.
Il y a des choses qui sont assez nettes, même à un niveau narratif dans ces films qui en attestent. Hein. Je ne sais pas, par exemple, les 3 barils du requin dans Les Dents de la Mer, le requin lui-même qui est une espèce de figure triangulaire, les 3 precogs dans Minority Report, les tripodes dans La Guerre des Mondes. Mais si vous regardez un film de Spielberg, généralement, il y a un peu, même souvent sur la lumière, hein, il y a des espèces de structures pyramidales, il y a une manière d'organiser l'espace vraiment de manière triangulaire, avec un personnage au milieu, 2 autres personnages qui constituent quelque base la base d'un triangle. Et généralement, cet ordre, on pourrait considérer de manière peut-être un peu schématique, hein, mais que cette trinité chez Spielberg, ce serait avant tout le père, la mère et le fils, qui est une trinité qui serait dysfonctionnelle. Et c'est vrai que ce qui est assez beau sur ce film-là, c'est qu'il y aurait une troisième entité, une entité qui justement mettrait en branle cet édifice qui serait le deuxième homme, hein, le motif donc, du triangle amoureux. Et c'est exactement ce qui joue dans cette scène-là, puisqu'il y a Mitzi qui est au centre des regards, il y a 3 hommes qui la regardent. Et en fait, si on vraiment on s'attache à regarder le découpage, on voit très nettement que en fait, Mitzi ne regarde pas son mari. Et son mari, d'ailleurs, c'est assez beau, et vraiment, son regard se superpose généralement au plan, hein, des halos des phares, et il est vraiment aveuglé par la lumière. Et là, je reviens un peu sur cette question du regard. Ça, c'est toujours un truc qui a été chez Spielberg toujours présent, c'est qu'en fait, le regard la lumière et l'objet du regard à la fois émerveille, mais aussi aveugle. C'est-à-dire que le cinéma, ça brûle chez lui. Hein. Il y a des personnages d'aveugles. Hein. Minority Report, Tom Cruise est aveuglé pendant une partie du film. Dans La Guerre des Mondes, il y a aussi la petite fille dont il faut voiler les yeux à plusieurs fois face à l'horreur de ce qu'elle est en train de voir. Et d'ailleurs, il y a une scène récurrente dans le cinéma de Spielberg, hein, mais vraiment, surtout dans beaucoup de films, c'est quelqu'un qui s'avance sur une colline, et derrière la colline, il y a la guerre, il y a la mort. On voit ça dans La Guerre des Mondes, on voit ça dans Le Bougon Géant, on voit ça dans La Liste de Schindler, et j'en parle parce qu'il y a un moment quand l'oncle Boris vient rendre visite au jeune Fabelman, au jeune Samy, il lui montre un découpage. Il lui explique un peu une des scènes du film de guerre qu'il veut montrer. Et en fait, ce film de guerre, c'est vraiment le découpage de la scène de la colline dans La Liste de Schindler, quand Schindler découvre le ghetto de Varsovie et voit cette petite fille avec son manteau rouge. Et c'est une scène d'ailleurs qu'on retrouve dans un des films dans le film, hein, quand il essaye de diriger un acteur qui est ébranlé, effondré par le spectacle de la mort de son régiment. Et ça a toujours quelque chose qui a toujours été présent dans le cinéma de Spielberg, c'est vraiment cette idée que à la fois le cinéma, c'est une épiphanie, mais c'est une épiphanie terrible. Hein. Il y a presque une espèce de quelque chose qui serait de l'ordre de la malédiction et qui vraiment brûlerait le regard. Et ce qui est assez beau dans cette scène de la danse, c'est qu'en fait, il y a 2 personnages qui voient et ne voient pas. Ils sont vraiment aveuglés, irradié par le spectacle qu'il contemple. C'est le jeune Samy, hein, qui devra passer par le remontage de cette scène et plus largement de ce séjour dans la forêt pour comprendre ce qui se joue véritablement. Et puis il y a le mari qui ne voit pas non plus. Et à cet endroit-là, voilà, pour répondre un peu sur cette question du regard, ça permet, à mon avis, de mieux circonscrire la part ambivalente de ce regard-là. C'est-à-dire que le regard et l'objet du regard est violent. On en revient à la rencontre du 3e type. C'est le petit enfant qui regarde les lumières et qui dit à sa mère, oh, regarde comment c'est beau, comment c'est magnifique. Et en même temps, ces lumières vont le happer. Ces lumières sont un enlèvement et un arrachement au bras de sa mère. Et il y a toujours eu ça chez Spielberg. Hein. C'est cette dimension un peu ambivalente, ambiguë de l'attrait du regard, si on peut dire les choses ainsi. Il y a un moment, tu as dit cinéaste, avant de parler de la Trinité, tu as dit cinéaste juif. Ouais. Je trouve que c'est très important ça et d'en parler parce que il y a eu La Liste de Schindler, certes, ouais. Mais là, dans The Fabelmans, c'est différent, c'est autrement et c'est autre chose. Et ça m'a particulièrement intéressé, moi, cette manière qu'il a de... Est-ce qu'on peut dire questionner sa judéité? Est-ce qu'on peut utiliser le verbe questionner? Je ne suis pas sûr. Et en même temps, c'est là. Je veux dire, il y a des moments où c'est... Alors, c'est un peu compliqué, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que cinéaste juif, est-ce que fondamentalement, dans sa mise en scène, ce serait un cinéaste juif? Bon, là, il faudrait un peu débattre ces questions, c'est un peu vertigineux, tentaculaire. Moi, j'aurais quand même un peu l'impression, mais je peux me tromper, du coup, ça va un peu être une réponse semi-décevante à ton interrogation. Je me demande si cette part-là sur le lycée, sur... cette idée même justement du jeune cinéaste juif qui quelque part va pouvoir se venger de l'antisémitisme par sa manière de sublimer ses bourreaux. Je me demande si ça vient pas de Tony Kushner quand même qui est le co-scénariste du film et qui pour le coup je pense est beaucoup plus hanté par ces questions du caractère nomade aussi des peuples juifs. Donc que scénariste du film et qui avait scénarisé Munich déjà.
qui a scénarisé Lincoln, Lincoln aussi sur la ségrégation, la séparation d'un pays en deux, et qui avait scénarisé West Side Story. Et je me demande si c'est par là, voilà, cette espèce de manière d'interroger la judéité, pour le coup, ça ne serait pas plutôt l'œuvre de Kushner que de Spielberg dans le film. Je ne dis pas que Spielberg n'est pas concerné par ces questions, mais disons que c'est pas forcément à cet endroit-là que je trouve que se joue vraiment mais ensuite c'est mon point de vue, hein, on peut évidemment prendre le film de bien des manières, mais la singularité, la spécificité de Fabelmans. Mais oui, ces questions sont adressées. C'est une question qui, de toute façon, travaille le cinéma Spielberg un peu depuis un long moment. Hein. Tu as parlé de la vie de Schindler, mais voilà, c'est quelque chose qui en tout cas est présent, mais je suis pas sûr que ce soit le cœur du film. Hein. Et je me demande quand même si là, cette manière d'interroger vraiment le caractère de ce que c'est d'être un enfant juif dans les années 50 puis 60 des États-Unis, je me demande si là, ça vient pas quelque chose de plus autobiographique de Tony Kushner, ce qui fait que là, le film aussi serait aussi étonnant, ça serait presque une autobiographie à quatre mains. Voilà. En tout cas, c'est un peu mon hypothèse, mais il faudrait leur demander quelque part, hein, à eux deux, à Spielberg et à Kushner, exactement sur cette partie-là. Mais c'est un peu mon intuition et c'est un peu mon sentiment. Ouais, c'est drôle parce que c'est quand même je veux dire un gros bloc, hein, du film concernant la question, la judéité, les répercussions aussi de l'antisémitisme, tout ça. Ça donne, c'est pas quelque chose d'anodin dans le film. C'est toujours fait au reste, c'est-à-dire aussi, moi j'ai l'impression, et je trouve que c'est un peu le coup de génie du film, c'est-à-dire qu'en fond, il réunit deux sujets qui seraient quasiment les sujets centraux du cinéma Spielberg, c'est-à-dire à savoir le cinéma, la découverte de cinéma, voilà, et de l'autre, le divorce. Et qu'en fin de compte, cette manière d'articuler les deux, c'est-à-dire qu'en fin de compte, et c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer dans mon article, c'est que pour Spielberg, le cinéma et le divorce, c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, il y aurait cette idée que potentiellement, à un moment, son alter ego ressentirait la culpabilité d'avoir provoqué le divorce de ses parents par le cinéma. Et que le cinéma, ça brûle, hein. Le cinéma, ça déchire aussi, comme dit l'oncle Boris. Et que c'est un moment où peut-être le Spielberg et son avatar vont envisager le cinéma comme un moyen de dépasser cette espèce de déchirure originelle, mais comme un moyen de suturer aussi les blessures du passé. Et là, à cet endroit, oui, donc en effet, il y a cette scène du bal de promo qui est assez étrange, hein, d'ailleurs, puisque le personnage de Spielberg, à un moment, est cadré avec la bobine qui lui passe devant l'œil, il a presque un regard maléfique. Il y a un texte d'Hervé Aubron dans les Cahiers du cinéma, d'ailleurs, qui compare cette scène-là à la scène du bal de promo de Carré au bal du diable, qui a un parallèle qui ne m'avait pas sauté aux yeux de prime abord, mais c'est vrai qu'il y a potentiellement un lien. Je ne suis pas sûr que ce soit une influence directe de Spielberg, mais c'est possible en effet de tisser un lien. Cette idée d'un personnage qui serait dans une position quasiment d'humiliation, qui n'est pas du tout un des personnages cool du lycée, qui quelque part prendrait sa revanche par le cinéma. Oui, il y a quelque chose d'intéressant, d'autant que dans le film de De Palma, le personnage de Carrie vraiment prend le montage à son compte par un speak screen et organise vraiment la manière dont les plans s'agencent et comment par un regard elle peut fermer une porte, etc. Donc il y aurait quelque chose de cet ordre-là. J'ai lu aussi des lectures. Alors bon, pour moi c'est un peu détaché du cœur du film, mais ça se justifie cette idée aussi que quelque part il y aurait une forme d'allégorie de ce qu'aurait été la place des Juifs dans le cinéma hollywoodien, c'est-à-dire une manière de trouver une place et de s'attirer ses alliés justement en mettant en valeur des figures qui ne seraient pour le coup pas juives. Et il y aurait quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire une manière de sublimer les autres pour trouver une place au sein d'une économie. Je trouve l'interprétation valide. Je suis pas sûr qu'elle soit non plus. Enfin, je pense qu'elle peut justifier cette scène-là, mais je trouve aussi troublant, voilà, ce rapport à réenvisager le cinéma comme une espèce de force active. Hein. Je pense que c'est vraiment ce qui se passe à ce moment-là avec cet adolescent, cette espèce de bellâtre qui est sublimé. Mais là où la scène vraiment m'intrigue, c'est par exemple, j'en parle dans mon texte, c'est la manière dont cette scène est introduite, c'est-à-dire par un reflet dans le miroir. Et là, ce que je trouve très fort, c'est qu'en fait, il y a plusieurs endroits dans le film où en fait, on sait, mais on le voit aussi par rapport à la matérialité de la scène, que le jeune Spielberg n'a pas pu assister à ce qu'il met en scène. Par exemple, les conversations intimes entre ses parents. Par exemple, la scène du divorce, hein, tu l'évoquais tout à l'heure, mais cette idée que au moment où même le divorce se produit, où il est annoncé par ses parents, Spielberg s'imagine en train de le filmer. Ce qui est une scène qui n'est pas possible, qui est une espèce de scène mentale qui s'inscrit dans un découpage qui par ailleurs est plutôt réaliste, hein, qui est linéaire.
on voit la scène en train de se dérouler. Et là, je trouve ça assez beau, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que Fablesman, c'est aussi un film où Spielberg à la fois met en scène son point de vue d'enfant et en même temps va adopter un point de vue qui est celui de l'altérité, qui est celui de ses parents, qui est celui potentiellement de cette personne qui l'a harcelé ou qui l'a battu au lycée. Et c'est ça que je trouve beau aussi, c'est-à-dire que tout d'un coup, il épouse son regard, et son regard, non seulement le personnage ne le voit pas dans la scène, il l'apprend qu'après coup, mais Spielberg, en fait, a probablement pas assisté à la scène telle qu'on la voit, c'est-à-dire de filmer cette déflagration que lui-même a ressentie en tant que spectateur et en tant que cinéphile. Et il va filmer cette déflagration précisément sur un personnage qui, a priori, est sa némésis, son antagoniste, ou que sais-je. Et ça, je trouve ça assez beau, cette manière, justement, de juxtaposer des points de vue qui, en fin de compte, sont à la fois un point de vue très personnel et un point de vue qui serait le point de vue de l'altérité. Et c'est là où vraiment la scène m'intéresse, c'est-à-dire cette espèce de nœud assez étrange où, en fin de compte, à l'intérieur d'un film qui serait a priori à la première personne, en fin de compte, il y a un entrelacement de points de vue assez distincts. C'est une manière aussi peut-être de dire un peu ce que c'est pour lui un biopic, qu'est-ce que c'est qu'une biographie filmée, qu'est-ce qu'il faut faire, comment travailler le réel, tout ça, c'est assez beau. Il y a une chose, il y a cette séquence finale que je crois est devenue cultissime, et parce que ça y parle parce qu'il y a John Ford qui est campé par David Lynch. C'est assez incroyable d'ailleurs comme moment. Et puis au tout début du film, il y a le jeune Sammy Fabelmans qui va donc découvrir sous le plus grand chapiteau du monde le film de Cecil B. 2000. Ouais. Il y a Cecil B. 2000 d'un côté, puis il y a John Ford de l'autre. Ce sont deux cinéastes qui ont beaucoup de points communs, même s'ils ne s'appréciaient pas du tout. Mais ils sont nés au 19e siècle. C'est parmi les premiers. Ils ont connu le muet. Ils ont fait des films pendant le muet. Et puis, c'est surtout des cinéastes qui sont beaucoup intéressés à la construction des États-Unis. Et donc, on peut appeler ça peut-être même des pères fondateurs. C'est des cinéastes aussi qui sont pas très progressistes, on va dire ça, politiquement parlant, qui sont un peu, même très éloignés de la vision politique de Spielberg. Encore que Ford, vers la fin de sa vie, c'était différent, c'était autre chose. Pourquoi? C'est intéressant, ça aussi. Mais moi, ça m'intéresse, ce fait qu'il y ait ces deux cinéastes qui font partie d'une autre génération de réalisateurs et qui sont parmi les premiers, les plus... et autant Ford, on en parle beaucoup, même aujourd'hui. Cecil B. 2000, je pense qu'on n'en parle pas autant que Ford aujourd'hui, alors que c'était quand même voilà, c'est quand même un grand cinéaste aussi, très important. Mais voilà, je ne sais pas si ça t'a... Moi, ça m'a frappé, le fait qu'il y ait ça, qui parle de ces deux cinéastes-là, et ça m'a beaucoup frappé. Alors c'est intéressant parce que bon, je vais diviser un peu sur Cecil B. 2000 et sur De Ford. Je pense que sur 2000, il retient une chose, il retient un carambolage. C'est-à-dire son image c'est une déflagration. C'est une image d'ailleurs qu'on revoit dans La Guerre des Mondes, je crois, sur un téléviseur. Donc c'est vraiment le choc. Et le cinéma, d'abord, c'est ça, c'est un choc. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Sa mère lui dit le cinéma, c'est des rêves dont tu vas te souvenir, mais le cinéma, c'est aussi des cauchemars. Donc potentiellement, tu vas te souvenir le reste de ta vie. Et d'ailleurs, c'est assez beau parce qu'il a cette espèce d'illumination qui veut. Il sait ce qu'il veut non pas pour Noël, mais pour la fête. Je sais plus, c'est Hanouka, non? Oui, c'est ça. Et il ne fête pas Noël, donc c'est la Hanouka. Oui, exactement. Et là, dans une espèce de scène, la mère croit d'abord qu'il a un cauchemar. Elle se précipite parce qu'elle l'entend hurler, et donc il y a tout de suite cette espèce d'indécision entre le rêve et le cauchemar. Donc CCB 2000, vraiment, j'ai l'impression qu'il en retient une espèce de pur mouvement, de quintessence originelle, et qu'il n'y a pas forcément quelque chose qui se jouerait sur 2000 de manière générale. Sur Ford, alors moi, vraiment, Ford et Spielberg, c'est peut-être mes deux cinéastes préférés, donc évidemment, cette espèce de rencontre à la fin, c'est un peu incroyable. Ceci dit, j'ai un ami qui me faisait remarquer de manière très juste qu'en fait, son souvenir d'enfance, son souvenir d'adolescence, il l'a déformé récemment. Parce que, en fait, et d'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent, même des montages entre Spielberg qui a raconté cette anecdote et la scène finale. Et en fait, apparemment, ce que lui aurait dit Ford dans son adolescence, il y a bien l'histoire des deux tableaux, mais il lui dit plutôt que quand l'horizon est en haut, c'est intéressant, quand l'horizon est en bas, c'est intéressant, et quand l'horizon est au milieu, it's boring as shit. Il lui aurait dit plutôt quand tu sauras où mettre l'horizon, tu seras un cinéaste.
ce qui n'a pas exactement de sens. Donc ça, c'est déjà intéressant, c'est-à-dire ce qui est différent, effectivement. Ouais. Et il y aurait quelque chose de l'ordre de liberty-valence déjà, c'est-à-dire vraiment, il imprime la légende, quelque chose qui serait peut-être encore plus amusant et encore plus drôle. C'est-à-dire qu'il a perfectionné quand même son anecdote, quoi. Il a perfectionné presque la blague qui se trouve à la fin. Et en même temps, je trouve ça intéressant parce que bon, l'horizon, la déchirure, enfin, il y aura aussi quelque chose potentiellement à creuser à cet endroit-là. Et je trouve ça assez beau, la toute fin, parce qu'à la fois, le film se termine sur une espèce de gag un peu allègre, hein, c'est-à-dire juste un recadrage, la manifestation d'une leçon bien apprise. En même temps, je trouve ça très beau parce que ça s'inscrit dans ce que tout le film raconte, c'est-à-dire la maturation d'un regard, et d'un regard qui ne regarde plus exactement le monde de la même manière à partir de l'expérience qu'il a vécue. Et en fait, il y a quelque chose de quasiment métaphysique, enfin, qui se joue derrière cette espèce d'ouverture au ciel, derrière cette espèce de petit gag un peu prime sautier qu'on pourrait presque trouver un peu amusant et étonnant par rapport à la tonalité générale du film. Mais sur Ford en particulier, oui, c'est intéressant parce que ça rejoue aussi quelque chose que je trouve passionnant chez Spielberg qui me passionne dans le cinéma en général, c'est-à-dire que c'est à la fois un cinéaste de l'ordre et du chaos de certaine manière. Et c'est très beau la manière dont s'inscrit, dont vraiment surgit le Ford joué par David Lynch. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un espèce de mouvement merveilleux, panoramique, avec la musique de The Searchers, qui embrasse comme ça toutes les affiches qui se trouvent dans le bureau de Ford. Donc une espèce de moment un peu vertigineux aussi pour le personnage. Et ce mouvement et la musique sont vraiment interrompus d'un coup par le surgissement de Lynch. C'est-à-dire qu'à la fois, il y aurait une espèce d'harmonie parfaite, et en même temps le surgissement du chaos, c'est-à-dire cette version de Ford jouée par Lynch, couvert de baisers, un peu débraillé, enfin voilà. Et même dans les scènes, a priori, les plus ludiques et les plus légères, se rejoue quand même cette espèce d'articulation entre le cinéma comme quelque part un art de l'ordre par le montage, par la composition des plans, et en même temps un art du chaos total. Hein. Et je pense que c'est ce que le film essaye de raconter, c'est-à-dire que le cinéma, c'est à la fois ce chaos et c'est peut-être potentiellement l'instrument pour le dépasser. Et que le cinéma Spielberg raconte quelque part un peu que ça, d'une manière, depuis le début. Et que voilà, même cette espèce de gag final avec Ford, en fin de compte, me semble plus profond et plus éloquent, plus parlant que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Ça ressemble presque à une espèce d'épilogue, le film aurait pu se terminer avant. Et en fin de compte, non, il y a quelque chose qui synthétise un petit peu l'esprit du film sur ces questions. Ouais. Mais ensuite, voilà, l'héritage de Ford, c'est un peu délicat parce que je vois des choses qui potentiellement pourraient dialoguer entre Spielberg et Ford, cette idée, un vague héritage classique, on pourrait dire, et en même temps, je suis pas sûr que ce film-là, on puisse par exemple le qualifier de fordien. Je suis pas sûr qu'il y ait des scènes qui seraient fordiennes. Il y aurait des choses qui seraient ponctuellement fordiennes dans les films de Spielberg, et puis il y aurait des liens qui ont déjà été notés, évidemment, sur Lincoln, par exemple. Mais voilà, je pense que c'est un père spirituel, et je suis pas sûr que ce soit non plus un père fondateur dont pourrait quelque part quand même. Je pense que Spielberg est quand même un cinéaste un peu plus proche d'Hitchcock, peut-être, si on devait faire des familles de cinéastes. Mais oui, il y aurait quelque chose de potentiellement fordien. Peut-être pas dans ce film-là en particulier de manière précise, mais oui, et puis c'est très beau de toute façon cette espèce de manière de voir deux cinéastes aussi importants dialoguer. De cette manière-là, oui, il y a quelque chose d'un plaisir cinéphile manifeste que je ne cache pas. Après, il est probable aussi, mais ça c'est de la supputation, on n'est plus dans la critique de cinéma, mais il est probable aussi peut-être que c'est un cinéaste Ford très souvent qu'on rejette un peu peut-être quand on a 20-25 ans et qu'on passe à autre chose, et puis peut-être avec l'âge qui fait qu'on le retrouve. Et c'est marrant parce que moi j'ai découvert Ford à 25 ans, tu vois, vraiment 24-25 ans, et ça a été un espèce de choc incroyable. Je ne suis pas revenu d'ailleurs, mais bon. Après, c'est par rapport. Alors, je me suis mal exprimé parce que moi, je l'ai découvert vraiment gosse, et bon, je savais pas qui était Ford en même temps. C'est beaucoup plus tard que j'ai commencé à lire les. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains cinéastes de la génération de Spielberg dans les années 70. Bon, il y avait des cinéastes de l'ancien temps qui le mettaient plus de côté parce que ça disait des choses qui ne leur concernaient pas, et puis l'Amérique traverser une période qui était différente. Mais tu as raison quand tu dis qu'on peut retrouver ponctuellement des éléments fordiens, si tant est on peut les appeler comme cela, dans la filmographie. Il y a de cela.
Une dernière question. Là, pour le coup, on sort du film. Là, pour le coup, on est plus dans la critique, mais ça m'intéresserait quand même d'avoir ton avis là-dessus. Enfin, pas l'avis, mais ton regard là-dessus. Qu'est-ce que tu. Enfin, on sait il est en train de préparer, je crois, un western. Bon, Ah bon? j'ai aussi entendu ça, que ça serait un Ah western. oui, Il oui, travaillerait oui, j'ai vu ça qu'il sur un allait faire, western. potentiellement, mais il est surtout en train de faire un film avec Bradley Cooper, hein, Bullitt. Mais c'est là où je voulais en venir. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire maintenant, le père Spielberg? Qu'est-ce qu'il pourrait dire maintenant? Oh, bon, je pense que, en plus, moi, je trouve qu'il est dans une phase assez extraordinaire de sa carrière et vraiment, Ouais. depuis longtemps, je trouve, j'ai l'impression que le chef-d'œuvre est devenu un peu la norme et le bon film l'exception chez Spielberg, hein. C'est vraiment, il y a des films extraordinaires qui s'enchaînent. Moi, je m'en fais pas. Il a plein de projets, hein. Il avait aussi un projet d'adaptation de comics, Black Hawk, je crois, sur des pilotes, des pures scènes d'action. Je ne désespère pas aussi qu'il refasse un blockbuster, parce que ça a été un champ très fécond chez lui. Il y avait ce vieux projet de robot apocalypse qui s'est pas fait. Non, non, il y avait pas mal de projets. Là, je sais qu'il a aussi un projet. Tony Kushner en parlait dans un entretien dans les cahiers donnés à Damien Bonelli. Sur une journaliste. Il avait aussi un projet. Alors ça, je ne sais pas si c'est d'actualité, mais il avait un projet de faire un biopic sur Grant avec DiCaprio, qui aurait été donc une espèce de suite spirituelle de Lincoln. Non, non, ça, vraiment, celui-là, pour le coup, c'est un cinéaste qui, je crois, n'a jamais vraiment perdu le feu sacré, qui a toujours été très inspiré, qui a toujours eu beaucoup de projets. Alors, il y a son âge, hein, qui va peut-être devenir une limite à un moment, mais moi, je m'en fais pas du tout. Il vient de faire une comédie musicale, il vient de faire un film sur son enfance. Moi, vraiment, là, j'ai l'impression qu'il est dans une très grande forme. Alors, peut-être qu'on peut le regretter, hein, que les deux derniers films n'aient pas marché aux États-Unis, voilà, que peut-être Spielberg n'est plus peut-être au centre du système hollywoodien comme il pouvait l'être il y a 20 ans, mais moi j'ai l'impression que pour le coup, il n'y a pas vraiment de souci à se faire, hein. Il est en forme, il fait des grands films, il a des projets. Ce qu'il a raconté, on verra selon les films qui suivent, hein. Par exemple, West Side Story, ce n'est pas un film que forcément je pouvais attendre ou imaginer dans sa filmographie, et je trouve ça étincelant, et je trouve que ça raconte plein de trucs. Moi, je ne doute pas que Spielberg va encore nous surprendre. Voilà, je me fais pas de soucis là-dessus. Et je m'inquiète pas sur la suite. Je ne vois pas du tout The Fablesman comme un film terminal qui, quelque part, refermerait un chapitre de son histoire, que sais-je. Non, je pense qu'il a toujours un appétit de mettre en scène et qu'il va y avoir encore des films et il va y avoir encore des grands films. Je me fais assez peu de soucis sur cette question, pour être honnête. On va terminer sur cette phrase-là alors. Je suis un optimiste, oui. Merci beaucoup, Josué Morel, d'avoir pris un peu de ton temps pour nous parler de The Fabelmans. Je rappelle, c'est le 36e et dernier film de Steven Spielberg. Ta critique, tu es rédacteur en chef de la revue Criticat, mais j'avais aussi omis de dire que tu écris aussi pour les cahiers du cinéma. C'était important, il fallait le préciser, c'est important, je m'en excuse. Et ton article est disponible, sur The Fabelmans, c'est disponible sur Criticat et vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Demain, on parlera avec Cyril Roland de la chaîne YouTube le Ciné-Club de Monsieur Bobine et on verra quel est le film qui, pour lui, a une connexion comme ça très forte avec The Fabelmans. Merci beaucoup à toi, Josué, et puis à très vite. Merci à toi. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my three